Bonjour et bienvenue dans Kino Solo, le podcast qui a du chien. À propos, je vous présente Sonny, le petit chien de ma fille, tout pour les views. Et aujourd'hui, à propos de paternité, nous allons parler de l'ultime film sur la paternité, l'ultime film d'étudiant, l'ultime film culte, Eraserhead. Mais d'abord, je vais remettre le petit pépère dans son parc. Merci, t'as été très bien. Donc, avant toute chose, un petit rappel qui a son importance. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kino Solo, en particulier sur la chaîne YouTube où vous êtes en ce moment, avec un pouce et une souscription pour aider le show, le podcast à continuer, Kinopod, Kino Solo, Kino Duo, qui n'en veut. En direct de Shanghai, donc je suis votre hôte Jean Weber et aujourd'hui nous allons parler du chef-d'œuvre de David Keith Lynch, plus connu sous le nom de David Lynch, de 1977. Alors, le jeune David Lynch, notre histoire commence avec un jeune homme qui habite en Pennsylvanie, je crois, et qui a décidé d'être peintre. Alors, il ne vient pas d'une famille d'artistes, mais ses parents le soutiennent énormément. Et il décide qu'il est très doué pour les images, donc, et décide de mettre ses cauchemars en images avec une série de courts-métrages qui sont donc destinés au départ à animer ses peintures. Je ne sais pas s'il est né en Pennsylvanie d'ailleurs, je vous dirai ça dans la prochaine émission si je me suis trompé. En tous les cas, il switch rapidement donc vers le cinéma, il a découvert sa passion, et à l'âge de 24 ans, il rejoint une école qui est très connue en Amérique qui s'appelle l'AFI, l'American Film Institute. Et là, c'est une autre époque car on découvre très vite son talent, son génie, et on lui propose de faire un court-métrage à partir d'un de ses propres scripts. Alors au départ, il veut adapter une de ses peintures qui s'appelle Garden Back, l'histoire d'un monstre qui a une espèce de jardin, de végétation qui lui pousse dans le dos. Mais finalement, ça n'est pas assez long. Et il décide d'adapter une autre de ses histoires, inspirée par Kafka, inspirée par Gogol, donc des auteurs surréalistes, une vision cauchemardesque du monde, onirique et surréaliste, qui marquerait tous ses films à venir. Et c'est ainsi qu'il décide de faire Eraserhead, tête de gomme en français, ça sonne moins bien, et qui donc relate son expérience cauchemardesque de jeune papa. Effectivement, il vient juste de devenir père de famille et il est tout à fait démuni, désemparé à côté de ce bébé car il habite dans une banlieue défavorisée et il est donc entouré, dit-il, d'une jungle urbaine qui donc lui inspire cette espèce de jungle urbaine industrielle de Eraserhead, qu'il poursuivrait d'ailleurs avec son deuxième film, un autre chef-d'œuvre du nom de Elephant Man, dont nous parlerons, j'espère, un jour dans Kinopod. Mais donc, il dit, en parlant d'Eraserhead, que c'est probablement son œuvre la plus personnelle, effectivement, puisque c'est comme ça qu'il voit le monde à l'époque. Et c'est donc la petite Jennifer, qui deviendrait elle-même cinéaste par la suite, qui lui inspire cette espèce de bébé monstrueux qu'on voit dans le film. Elle est née malheureusement avec un pied beau, et après une suite d'opérations, ils ont rectifié effectivement ça, mais ça lui coûte très cher, et ça lui coûte énormément émotionnellement également, et le film est donc un reflet parfait de sa vie à Philadelphie. Donc voilà, Philadelphie, c'est pas là où il est né dans le Midwest, mais Philadelphie, c'est là où il rêve, ou plutôt cauchemarde d'Eraserhead. Alors, c'est 5 années qu'il vit dans une atmosphère, dit-il, de violence, de haine et de crasse. Je cite David Lynch dans le texte. Et donc, il a l'idée de ce personnage qui est surgi tout droit d'un film muet, une espèce d'Harold Lloyd ou de Buster Keaton monstrueux, interprété par un de ses acteurs qui ferait partie par la suite de son écurie, Jack Nance. Alors un petit mot sur Jack Nance, c'est ce personnage donc qui a les cheveux hérissés sur la tête. J'ai essayé de me faire la coiffure aujourd'hui pour vous, mais j'y suis pas arrivé. J'avais pas assez de gel, donc le chien. Et la semaine prochaine, je ferai des claquettes, qui sait. Mais toujours est-il qu'il trouve en la personne de Jack Nance un alter ego, un avatar parfait.
Et il a effectivement ce côté étrange et il demande à Jack Nance de ne surtout pas jouer la comédie. Et on verrait que Jack Nance donc, peuplerait les films et les séries télé de David Lynch et trouverait malheureusement la mort de façon tragique. Il avait des problèmes d'alcool et je crois qu'il était dans un donut shop, ces espèces de beignets américains très sucrés avec un rond au milieu, avec un trou au milieu. Eh bien, il s'est battu avec des jeunes et à la suite d'une commotion cérébrale, il est rentré chez lui et il est mort. Il a trouvé la mort quelques heures plus tard. Donc une fin tragique pour un personnage tragique, Jack Nance. Et le film Eraserhead est tourné sur plusieurs années, ce qui est extraordinaire parce qu'en fait, ils ont peu d'argent très très vite, ils ont des problèmes de fonds très très rapidement, et donc ils se retrouvent à tourner ce film sur des années, et ce qui fait que Jack Nance a gardé cette étonnante coiffure sur plusieurs années, et il a réussi à avoir l'appui surtout d'un monsieur qui s'appelle Jack Fisk, qui est le art director, le production designer de Brian De Palma, en particulier sur Carrie, puisqu'il était le mari de Sissy Spacek, et c'est grâce à des donations de Jack Fisk et de Sissy Spacek que le film Eraserhead peut continuer à exister et voir le jour, en fait, dans le circuit des films de minuit, ces films qui sont tout d'abord, c'est vraiment, comme je disais, l'ultime film culte, parce que c'est particulièrement par le bouche à oreille et les festivals qu'il a réussi à exister, alors que c'est un film qui au départ n'a bien évidemment pas rencontré son public, de par son étrangeté, sa bizarrerie. Alors pour arriver à payer ses acteurs, à payer toute sa toute petite équipe, c'est une équipe très réduite, notre ami David Lynch vend des journaux au porte-à-porte et habite même dans le studio, ou plutôt dans une espèce d'écurie, je crois, qui a été recyclée en studio et qu'il a totalement insonorisé lui-même. Il habite là nuit et jour, et en fait, c'est ce qu'on appelle le DIY en américain, le do-it-yourself, c'est ce guérilla cinéma où tout d'un coup, il fait tout. Il crée le monstre, ce bébé monstrueux. Il ne révélerait jamais d'ailleurs les secrets, on dit que c'est fait à partir d'un cadavre de lapin, mais jamais on ne le saura, et surtout, ça inspirerait bien évidemment Hans Rudi Giger, le grand Hans Rudi Giger, j'en bafouille de joie et d'enthousiasme, pour le monstre d'Alien, particulièrement bien sûr le Chest Burster, qu'on retrouve également dans Alien Romulus, que je ne saurais trop vous recommander. Eh bien, donc ce monstrueux bébé qui est malade au cours du film, inspirait effectivement aussi bien les vers de terre de son propre Dune, qu'il ferait avec Dino De Laurentiis quelques années plus tard, étrange et étonnant fiasco de l'histoire du cinéma dont j'espère parler un jour, et bien sûr donc ce chestburster, à tel point qu'au moment où Giger offre ses services à David Lynch refuse moitié sur le ton de la plaisanterie de l'engager en disant « vous m'avez tout volé avec ce bébé ». Donc Lynch, on le voit, déteste expliquer son œuvre. Effectivement, à chaque fois qu'on lui pose des questions, il reste très évasif comme un véritable artiste. Pour lui, tout est proposé à nous, et c'est à nous, spectateurs, avec notre imagination, de remplir les blancs et de découvrir le sens caché de ces histoires. Pardon, souvent très cryptiques, souvent très codées, toujours très belles visuellement. C'est un artiste, peintre avant tout. Et son œuvre s'enrichirait à travers le temps de façon spectaculaire. On peut parler bien sûr de l'étrange mélange des temporalités qu'on retrouve également à travers son œuvre. On ne sait pas très bien si on est dans les années 50 ou dans le futur. Lynch parle à la fois de sa vie, mais également de ses sitcoms des années 50, ou avec ses familles parfaites. On verrait ça en particulier avec un autre de ses chefs-d'œuvre, Blue Velvet, où il montre cette Americana avec des piquets blancs magnifiques, mais derrière, on peut trouver une oreille coupée dans l'herbe. Pareil pour Sailor et Lula, Wild at Heart, un des préférés de Kino Solo, à cause du grand Nicolas Cage, bien sûr, vous l'aurez deviné. Eh bien, on découvre ça, cette fois-ci, une espèce de parodie, une version infernale des films d'Elvis Presley et du Magicien d'Oz. Donc, toute cette Americana des années 50 a beaucoup marqué le petit David Lynch, qui l'a fait passer à travers la moulinette de son imaginaire débridé et très noir, souvent. Et ça donne des films absolument remarquables, et on reconnaît tout de suite un film de David Lynch, que ce soit par la bande-son du grand Angelo Badalamenti ou par les images qu'il nous propose, qui sont à la fois, comme je disais, cauchemardesques et très très belles à regarder. Un énorme travail sur le sound design, sur le design du son. Effectivement, c'est un des premiers à avoir utilisé ces ambiances
industriel où on entend des bruits qui viennent agresser le spectateur et qui nous mettent quasiment dans un état second. On retrouve ça également dans l'Angleterre victorienne d'Elephant Man, où on voit effectivement cette image charbonneuse, cette industrie naissante, et cet homme éléphant joué magnifiquement par John Hurt. Pour revenir à Eraserhead, c'est en regardant une projection qu'on lui fait spécialement pour lui d'Eraserhead que Mel Brooks, le grand Mel Brooks, décide d'engager David Lynch pour faire Elephant Man. Au départ, il avait pensé à Alan Parker. Et puis finalement, il voit le film, il dit à David Lynch, vous êtes un fou merveilleux. Et il dit de David Lynch, après l'avoir rencontré, qu'il ressemble à une espèce de James Stewart venu de la planète Mars. Effectivement, il a ce côté très propre sur lui, très Middle West, comme je disais, mais en même temps, tout cet imaginaire étrange qui fait que aujourd'hui, ou depuis quelques années, il fait également du café, il présente la météo sur YouTube. Et malheureusement, aujourd'hui, il s'est retiré parce qu'il a fumé toute sa vie. Il a été un grand amoureux de la nicotine et du tabac. Et malheureusement, il est obligé maintenant de rester chez lui, cloîtré, comme l'ermite, comme le génie reclus à la Kubrick qu'il a toujours été. Et il dit qu'il est en danger pour ses poumons s'il sort de tomber malade. En particulier, il craint énormément le Covid et pense qu'effectivement, à son âge, et vu l'état dégradé et délabré de ses poumons, il pourrait mourir au moindre coup de vent, littéralement. Il est devenu une des créatures de ces films et Kino Solo lui souhaite longue vie en espérant que peut-être, avec la technologie moderne, les fonds verts, il pourrait éventuellement refaire encore un film, on peut toujours rêver. En parlant de Kubrick, Kubrick adore également Eraserhead, il le montre à l'équipe de Shining avant le tournage du film pour montrer justement ces affres de la paternité, Freudian slip, et à Nicholson et à toute l'équipe pour entrer dans la tête, dans la psyché de Jack Torrance. Il faut que je fasse attention avec certains mots. Et donc ça va marquer toute sa carrière et lui permettre, comme je le disais, de décrocher l'excellent Elephant Man et passer tout d'un coup d'un cinéma très 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 expérimental à un film de studio et à des nominations aux Oscars. Donc il entre tout de suite dans la cour des grands, un petit peu à la manière d'un Tarantino avec son Reservoir Dogs. Il fallait dans le temps effectivement plusieurs années, plusieurs films comme un De Palma ou un Scorsese qui ont plusieurs coups d'essai avant d'arriver à leur chef-d'œuvre de début de carrière. Eh bien, ces nouveaux metteurs en scène, entre guillemets, puisqu'on voit que David Lynch est un homme des années 70, ce film date de 77 quand même, eh bien, c'est un premier coup réussi pour eux et il faut tout de suite avoir un bon film pour pouvoir continuer la carrière. Donc voilà, ceci clôt Eraserhead. On se retrouve très vite pour un nouveau Kino Solo ou un Kinopod ou un Kino Duo. Et je salue au passage mes ciné-buddies, chers à mon cœur. Et je vous invite une fois de plus à liker, à partager, à commenter, à follower, à vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast, en particulier sur la chaîne Abracadapod de YouTube pour aider le show à avoir une plus grande exposition et à continuer. Sinon, à quoi ça sert que du croc Kino, il se décarcasse.